disant en d'autres termes, la prétendue égalité de traitement des citoyens neutres était ainsi dénoncée à l'aune de leur détermination socio-historique. C'est le fameux adage, précisément, de montrer les déterminations socio-historiques d'une pleine citoyenneté prétendument neutre et abstraite, mais qui correspondait à des déterminations de couleur, de genre, de sexualité, de classe, etc. Alors le fait d'être traité sans considération d'origine, de race et de religion, article 1er, ou de sexe, ce que n'ose pas dire l'article 3 par rapport à la réforme de la parité, relevait donc ainsi de ce qu'on pouvait considérer d'un point de vue critique comme un privilège dont seuls les membres des groupes dominants bénéficiaient effectivement et dont seuls ils pouvaient se targuer. Quant aux autres, les dits communautaires, ils et elles étaient précisément constamment ramenés à un masque, leur masque, les assignant en permanence à des prérogatives de genre, de sexualité, de classe, d'origine, de religion ou de couleur. Donc ce masque, autrement dit, à ce moment-là, avait comme fonction de leur coller à la peau. Il était précisément impossible d'enlever ce masque. Il me semble qu'aujourd'hui, le débat s'est un peu déplacé. La référence à l'universalisme abstrait, c'est-à-dire au contexte polémique que je viens d'évoquer, n'est plus mobilisée avec la même ferveur qu'auparavant dans le débat qui nous intéresse sur la burqa. Et mon hypothèse est que l'on assiste à l'élaboration et à l'imposition, je dirais, d'une nouvelle mythologie nationale. C'est pour ça que je suis très contente qu'Éric Massé ait fait référence à Barthes, évidemment. Nouvelle mythologie nationale, davantage encline à revendiquer une identité française, donc un processus de réethnicisation d'une identité. Donc identité française qui est culturellement, historiquement déterminée, qu'à recourir à une rhétorique de la citoyenneté neutre propre à l'universalisme. Autrement dit, en 1989, alors que l'on délégitimait les critiques à l'encontre de la société française et par rapport aux discriminations de fait qui pouvaient y demeurer, on faisait référence à une rhétorique qui est celle de l'universalisme abstrait et précisément de cette idée qu'il n'y a pas de distinction entre les citoyens. Aujourd'hui, face à ce qui peut être de nouveau une attaque par rapport à la résurgence ou à la rémanence du sexisme et du racisme dans la société française, on va davantage faire référence à ce qui relève d'une identité française socialement, culturellement et historiquement déterminée, qu'à une référence à l'abstraction, à la neutralité du statut, de la condition du citoyen en France. Donc, dans cette perspective, l'identité nationale promeut une citoyenneté non plus abstraite, mais précisément concrète, en termes de caractère sociaux, sexuels, culturels. Et la figure du citoyen n'est plus une pure forme sans contenu, sans corps, sans histoire, sans condition, sans religion définie, c'est-à-dire une indétermination au fondement d'un traitement non discriminant entre les individus, mais bien une icône, une figure surdéterminée, incarnée. Et dans cette perspective, être pleinement citoyen français, c'est donc être en mesure d'être identifié et même validé comme tel, c'est-à-dire que l'ensemble de ces déterminants socio-historiques soient effectivement reconnus, identifiés et validés. Alors, avoir, si vous voulez, la pleine jouissance de ces droits, c'est ainsi ressembler maximalement, correspondre trait pour trait à un prototype national prédéterminé, défini en rapport avec des prototypes concurrents. Et je fais évidemment référence ici aux propos volés de Brice Hortefeux le 10 septembre 2009. Je vous rappelle le contexte, mais vous le connaissez. Il est la fête de l'UMP. Pardon ? Oui, voilà. Et dans l'assistance, une femme de l'assistance parle d'un militant prénommé Amine. Et cette femme interpelle Brice Hortefeux en disant « Ah, il est catholique, il mange du cochon et il boit de la bière ». Brice Hortefeux répond « Ah, mais ça ne va pas du tout, alors il ne correspond pas du tout au prototype, c'est pas du tout ça ». Et la femme dans l'assistance rétorque « C'est notre petit arabe, Brice Hortefeux, bon bah tant mieux, il en faut toujours un, c'est quand il y en a un, ça va, c'est quand il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes, allez, bon courage ».
Alors là, c'est intéressant justement cette référence au prototype auquel se réfère Brice Hortefeux, parce que précisément il s'agit bien d'un contre-prototype, d'un prototype concurrent par rapport à ce qui serait le prototype du bon français ou peut-être du bon militant UMP, je ne sais pas, mais en tout cas qui aurait des déterminations claires, hein, on mange du cochon, on boit de la bière, etc. Et je peux continuer parce que la liste peut s'allonger. Donc de toute évidence, le discours sur l'identité française n'est évidemment pas nouveau. Hein. Le fait que là, il y ait une saturation dans l'espace public de cette référence à l'identité française ne doit pas nous empêcher de voir qu'il n'y a rien d'inédit hein, dans ce processus de nationalisation de la citoyenneté et de recherche fondationnaliste hein, de ce qui participerait de l'identité française. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est davantage la mythologisation actuelle dont elle fait l'objet et qui, de ce fait, rend cette question de l'identité nationale, la rend de nouveau positivement fréquentable pour une majorité de la classe politique. Et on assiste ainsi à une forme, je dirais, de coming out des dominants. Pour évincer le débat sur la violence des rapports sociaux, on ne brandit plus l'égalité formelle entre les citoyens, mais bien le respect ou non de ce qui s'apparente à un masque français.